réunion. Voilà, donc de toute façon, il parlera de son parcours et se présentera lui-même. La conférence va durer 1 heure à peu près et on aura un temps d'échange après. Donc voilà, si vous souhaitez poser des questions, si vous êtes en Zoom, n'hésitez pas à rallumer votre micro. Vous pouvez aussi envoyer des questions sur le chat. Et si vous êtes dans la salle, n'oubliez pas d'utiliser le micro pour que ceux qui sont en visio vous entendent. Voilà. Donc Michel, je te passe la parole et je vous souhaite à tous une bonne conférence. Voilà. Alors, merci Patricia, merci à l'École de la Réunion, merci pour cette invitation. Et puis c'est un grand plaisir à chaque fois. J'aurais bien aimé être avec vous, bien sûr, c'est un vrai plaisir. Alors, la proposition était de parler de performance et puis à partir de ce livre que nous avons réalisé avec André-Éric Letourneau et puis une quarantaine de participants il y a un an, un peu plus d'un an. C'est un livre qui a pris. Alors, André-Éric Letourneau, c'est l'UQAM, c'est le Canada, avec une équipe en France et, européenne et une équipe canadienne. Alors, autour de la performance, la question, c'est la question de la recherche. Parce que tous, toutes, vous faites de la performance, vous pratiquez la performance, ou vous connaissez la performance. Et aujourd'hui, je veux dire, après des années de silence, du moins dans notre pays, en France, des années de silence autour de la question de la performance et de son enseignement, notamment, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'expositions sur la performance, de rencontres autour de la performance, de démonstrations de vidéos, hein, de traces de performance, et puis de réactivation, hein, c'est-à-dire de réenactement, comme on dit en français, réenactement, c'est-à-dire de reprise de partitions de performance. Voilà. Et puis des programmations en temps réel. Bien sûr, les écoles d'art sont les premières, mais aussi dans les centres d'art et notamment à l'occasion de vernissages ou de programmation dans d'autres centres, dans les musées, de sessions de programmation. Alors, pourtant, alors, tout le monde connaît la performance. Hein, si après cette période de silence local, maintenant, beaucoup parlent de performance, il y a quelques points comme ça qui restent quand même assez mystérieux. Alors, je veux revenir déjà sur des... Alors, je ne veux pas faire d'histoire de l'art, hein, on va pas passer par l'histoire de l'art, on va seulement évoquer quelques points d'histoire de l'art, et puis surtout, je vais déporter le questionnement vers des choses qui vont vous intéresser pour parler de la spécificité de votre travail. Hein, en quoi le travail d'un performeur est spécifique. Alors, l'histoire de l'art, bon, alors, par exemple, on peut repérer un certain nombre de faits et de recherches dans l'histoire de l'art. C'est l'arrivée et l'ouverture du XXe siècle. Alors, le XXe siècle, si notre 21e siècle s'ouvre avec une pandémie majeure, voilà, mondiale, hein, pandémie, le 20e siècle s'est ouvert avec une guerre mondiale. Hein, une guerre mondiale qui a cette caractéristique, c'est d'avoir organisé une tuerie massive de jeunes gens, hein, qui ont entre 20 et 25 ans, 30 ans, quelques-uns sont plus jeunes, d'autres un peu plus âgés, par millions. Hein. Et donc, la question du corps est déjà, ouvre le XXe siècle. Hein. Ce corps qui est si maltraité, qui est programmé par une société pour participer à un holocauste généralisé. Et puis, donc, au beau milieu de la Première Guerre mondiale, alors il y a cet événement incroyable, c'est la constitution de Dada. Hein, Dada, c'est un mouvement, hein, c'est un mouvement. Non, ce n'est pas un mouvement, c'est un groupement. Hein, Dada, c'est un groupement un peu par hasard de jeunes personnes qui se retrouvent au cabaret Voltaire. Donc, alors attendez, on va lancer les hostilités, c'est-à-dire un partage d'écran. Voilà. Voilà, le cabaret Voltaire à Zurich. Hein, quand vous viendrez sur le vieux continent, il faut faire un petit tour à Zurich.
ce cabaret Voltaire, c'est un café, hein, comme il y a des cafés au port et à Saint-Denis ou c'est un café, hein, des artistes qui investissent une salle de café qu'on leur a prêtée. C'est une ancienne laiterie, hein, la laiterie hollandaise, la laiterie, voilà. Et dans la petite rue, hein, cette rue montante là, qui est juste devant nous à droite, ça s'appelle la Spiegelgasse. Hein, Gasse, c'est le chemin en allemand. Dans cette petite rue, donc c'est l'entrée du cabaret Voltaire. Alors c'est absolument rien. On se demande comment ça a pu fonctionner parce que ça n'a tenu vraiment, hein, à Zurich, qui n'est pas une ville dada. Hein. Zurich, vous la connaissez, c'est une ville de banques, de grandes galeries, etc. C'est une ville qui a gardé cette caractéristique, mais dada va naître là, hein, pendant 3 mois. L'expérience va durer très peu de temps. C'est peut-être pour ça que c'est bien. Hein. L'expérience, c'est le partage par des artistes. Il n'y a pas de curateurs, hein, c'est les artistes qui sont eux-mêmes les curateurs. Alors, il y a Amy Hennings, son compagnon de route, ce sont donc Hugo Ball, hein, B-A-2-L. Il y a Husselbeck, alors H-U-E-L-S-E-N-B-E-C-K. Et puis deux Roumains, Marcel Janco, J-A-N-K-O, et Tristan Tzara, qui partira après lui en France. Voilà. Dans la première fournée, on est la première équipe, parce que cette équipe va s'étoffer. La première soirée au Cabaret Voltaire, donc c'est en février, février-mars, que se déroulent les premières soirées d'action, d'art d'action. Et lors de ces soirées, il y aura un beau public, hein, notamment, il y aura un Rudolf Laban. Alors, c'est l'inventeur de la danse libre, hein, c'est quelqu'un qui va révolutionner la danse avec Marie Wigman, etc. Voilà, ils ont un public quand même exceptionnel dans cette petite ville, dans cette ville suisse, qui est un îlot de paix au milieu de l'Europe qui est à feu et à sang. Voilà. Qu'est-ce que font nos prédécesseurs, hein, nos valeureux artistes prédécesseurs? Ils vont inventer quelque chose, un art qui n'a pas vraiment de matérialité. Hein, c'est pour ça ils vont faire des tableaux, ils sont peintres, ils sont poètes. Hugo Ball va... Alors attendez, on va regarder Hugo Ball. Vous connaissez cette image? Hop, voilà. Hugo Ball, la photo est prise en 1916, hein, va déclarer un célèbre poème qui s'appelle Caravane, hein, K-A-R-A-W-A-N, un célèbre poème, Caravane, qui sera enregistré par la suite. Voilà, on est dans la profération, dans la vocifération, dans l'improvisation. Par exemple, Amy Hennings a été une chanteuse de cabaret. Elle va reprendre des textes, etc., d'autres personnes. Des œuvres d'Apollinaire seront lues, de Max Jacob, d'André Salmon, d'Alfred Jarry, bien sûr. Ces gens-là savent très bien quelles sont leurs origines, leur familiarité, leur réseau. Hein, Jarry, des gens qui ne prennent pas les choses au sérieux, etc. Pourquoi? Parce que le grand doute de cette jeunesse, des artistes, c'est un doute sur la société, hein, une société qui massacre sa jeunesse. C'est un doute sur la constitution même de ce qui fait une société, c'est-à-dire le mode de pensée, le rapport au beau. Hein. Donc, Dada va attaquer de plein fouet ce rapport au beau, à la beauté, hein, les valeurs traditionnelles de l'art, l'esthétique, hein, ce qui s'achète, ce qui a un prix, etc., ce qui se montre, pour bifurquer sur des multiples, hein, de l'édition, pour bifurquer sur ce qu'on va appeler, nous, aujourd'hui, de la performance, c'est de l'art en action dans cette salle de café, etc. Voilà. Je pense que c'est un des points fondateurs de la performance. Je reviendrai là-dessus, hein, sur ce fait, parce qu'il se pourrait, hein, que Dada ne soit pas seulement, hein, le lieu de naissance de la performance, de l'art d'action. Hein, on dit l'art en action. Pendant longtemps, on a dit les choses comme ça. Hein. Le mot performance, vous savez, en français, c'est un mot qui dans les années 70, est arrivé des États-Unis.
la première fois que le mot est écrit, c'est dans les années 70, dans un magazine américain sur l'art. On parle de performance. Alors, la performance en art, dans son acception anglo-saxonne, c'est un art de la scène. Hein. On va parler de la performance en théâtre, hein, Bob Wilson ou une danseuse, etc., etc. On va parler de performance. Le français va attribuer au mot performance une caractéristique plus restreinte. Hein. On va parler de performance pour la chose, hein, avec un pointillé, hein, la chose que vous connaissez, c'est-à-dire cet art en action. Hein. Alors, c'est une des raisons pour laquelle, avec André-Éric Letourneau, le professeur de l'UQAM, et moi-même, on a lancé une recherche collective. C'était pour, ça avait été abordé par de nombreuses personnes, mais pour tenter d'extraire de ce flou, hein, notamment du spectacle, de la danse et autres, un rapport à l'art qui serait un rapport côté art plastique, côté profération poétique, etc., qui serait spécifique. La performance, alors le mot performance, c'est un mot qui est anglais, qui est nord-américain, anglais, qui arrive après avoir fait un petit passage dans la vieille Angleterre, parce que c'est un mot français au départ, hein, il vient du mot parformer, donner une forme. Hein, un mot qui a disparu de notre langue, va partir à la cour d'Angleterre, comme beaucoup de vocabulaire jadis, et se transformer, devenir ce mot parformer, va devenir performance. Hein, le fait de donner une forme. C'est très beau comme origine. Voilà. Alors, pour l'essentiel, à partir de Dada, hein, je crois que c'est une très bonne base, il y a le futurisme aussi, mais on va dire Dada 1916, voilà une base pour penser l'art en action. Voilà des jeunes gens qui établissent un premier code, un premier rapport aux autres, aux spectateurs, aux témoins, on dira ce qu'on veut, un rapport qui est un peu différent, qui n'est pas seulement celui de l'admiration, mais aussi celui de la participation. Vous savez qu'aujourd'hui, on se pose des fois la question sur l'applaudissement. Est-ce qu'on est dans le spectacle? Est-ce qu'une performance est applaudie? L'applaudissement, on ne sait pas trop. Hein. Alors, on ne va pas en rester là. Notre recherche, donc, à Letourneau et moi-même, donc, va se porter sur ces questions de penser la performance. Alors, on pense par opposition. Hein, on pense souvent par opposition, ceci n'est pas ça, ce n'est pas ça et pas ça. Pour la performance, on est dans quelque chose d'extrêmement complexe. Hein, le mot complexe, on le différenciera de compliqué. Hein, le mot complexe sollicite un espace, sollicite un moment où l'important, c'est un grand nombre de relations entre les éléments. La performance, à la différence de l'opéra, par exemple, hein, je prends un exemple qui est connu, l'opéra, c'est la musique, c'est un orchestre, c'est un décor, c'est un texte, etc. On peut, à la limite, enlever un élément, ça a encore du sens. Pour un performeur, on ne peut pas enlever les choses, parce qu'elles sont intimement liées, et même si l'opéra a encore du sens sans le décor, pour la performance, rien n'est possible si vous si vous tentez une soustraction. Donc, voilà tout de suite quelque chose qui est une forme un peu différente. Alors, j'ai pensé, comme nous sommes dans un rapport à l'école d'art, j'ai pensé vous montrer ce document que vous connaissez probablement. Hein, c'est une pensée de l'intermédiaire. Alors, ça, c'est très important, hein, très, très important dans l'histoire de la pensée de ce qui nous arrive aujourd'hui, hein, cette multiplication des champs. Alors, vous voyez, Dick Higgins, donc un artiste assimilé à Fluxus, va, à son époque, se poser la question de qu'est-ce que je fais, hein. Donc, Fluxus, on est dans les années 60, entre 60 et 70, et ce jeune Dick Higgins, il est à New York, il fait des études de musique avec John Cage, et puis, mais il pratique le théâtre, il fait de la poésie, il édite, etc. Et il se pose la question à un moment donné, il dit, mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui?
C'est quoi notre travail? On ne peut plus utiliser les catégories, les classifications habituelles, parce que j'en fais l'expérience, on parle d'expérience, mon travail tombe, c'est le mot qu'il emploie, tombe entre les catégories. Alors ça, c'est important, le travail est entre les catégories, l'intermédiaire. On est entre, alors à l'époque, vous voyez, il y avait Fluxus, il y avait la musique action, il y avait le graphisme, les sciences et l'art, la danse, le théâtre, etc. Et voilà un art qui se constitue entre tout cela. Et pour revenir à ce que nous avons dit sur la complexité, c'est un art qui est aux interactions. C'est un art de relation avec d'autres choses. Tout de suite, on perçoit la grande difficulté pour parler de la performance. On peut parler de performance, mais la performance, on voit tout de suite, comme c'est un art de relation, cette grande difficulté à la circonscrire, à en voir un périmètre, à en repérer un centre. Il n'y a pas de centre. Alors, je voulais vous faire part d'un autre document. Alors, je vous demanderai si vous pouvez ouvrir ce document. C'est possible pour vous de l'ouvrir, Nicolas? Non, c'est pas possible. C'est votre écran en fait. Si vous voulez qu'on y accède, il faut le partager dans la discussion. Ah, d'accord. Voilà, vous faites juste un copier-coller, vous le mettez dans la discussion. Pardon. Ah, je n'arrive pas à le copier-coller. Donc, attendez, je vais vous passer ça autrement. Je vais vous le passer par... alors... ah, je suis coincé là. Ça ne Non, marche mais pas. attendez, bougez pas, bougez pas. Je vais le recopier dans la discussion, comme ça tout le monde pourra Oui, s'il vous y plaît. accéder. Depuis tout à l'heure, ça ne fonctionne pas très bien. Je ne sais pas ce qu'il y a. C'est copié dans la discussion. Du coup, vous êtes Oui. invités à cliquer sur le lien pour pouvoir voir la page. Alors, ce document, je me permets de vous l'envoyer sous forme de code pour ouvrir la page, parce que c'est un document assez complexe. Je n'ai jamais réussi à en tirer une image qui soit lisible, puisque vous voyez l'aspect absolument gigantesque du travail réalisé par Gerhard Dirmoser et Boris Nislony. Cette tentative, j'allais dire presque désespérée, de mentionner en un espace en deux dimensions, à représenter ce qu'était la performance, ce qu'était l'espace de la performance ou la constellation de la performance. Alors ce travail est en cours, il n'est pas terminé, il est comme on dit, un travail en progrès, si on parle en français. C'est un travail qui est ouvert, il est ouvert notamment aux suggestions, aux remarques, et si par la suite certaines ou certains d'entre vous sont intéressés pour coopérer
avec le centre de performance de Cologne, là où travaille Boris Nislony. Vous m'envoyez un email, je vous mettrai en contact, bien sûr, avec ces chercheurs. Donc, ceci rejoint bien sûr la pensée de la complexité. Je pense à Dick Higgins, cette pensée de la complexité, parce qu'on voit tout de suite se dessiner dans ce diagramme des dizaines d'entrées, des centaines de connexions possibles. L'objet est complexe et nous, en tout cas, nous indique l'impossible connaissance totale de l'objet, si on l'étudie, à moins de passer par de revenir à une pensée des causes et des analyses qui ne donneraient pas une image de ce qu'est la performance. Combien de fois vous allez être confronté à des personnes qui vous disent la performance, ça vient de là, ça vient de ça. Non, la performance, c'est vous voyez, dans la représentation de Nislony et de Dirmoser, dans leur diagramme, vous en mesurez la complexité, la difficulté d'approche. Alors, on a parlé pour une naissance, la performance est impure, on ne connaissait même pas, on ne connaît pas sa naissance, c'est un objet comme ça, importé, flottant, entre beaucoup de choses. Certains vont faire remonter la performance à la nuit des temps, les premières danses, qu'on dirait aujourd'hui presque chamaniques, devant un feu, devant une caverne, etc., avec la période rupestre, etc. D'autres vont dire les troubadours ont déjà commencé la performance. On a beaucoup d'exemples comme ça qui nous empêchent de dire le commencement était là. Mais en tout cas, moi je trouve que Dada a lancé les premières choses. Alors, on pourra travailler sur les textes de Dada pour approfondir un peu les choses. Il se trouve que nos travaux associés avec le laboratoire Hexagramme de l'UQAM ont permis de nous attaquer à une spécificité essentielle, on est tombé d'accord sur le fait, essentielle de la performance. La performance est essentiellement un art du temps, temporel. Un art du temps. Alors, Éric Letourneau, mon collègue américain, nord-américain, canadien, lui va s'attaquer dans sa recherche, piloter sa recherche à partir d'un travail fondé sur la philosophie de Gilbert Simondon, un philosophe français un peu oublié, qui était ces dernières années réévalué, notamment grâce aux travaux de Bernard Stiegler, qui vient de nous quitter, à propos de la technique, d'une pensée de la technique. Et de mon côté, j'ai présenté plusieurs fois lors de nos séminaires une réflexion concernant les travaux scientifiques d'un certain Étienne Jules Maré, un chercheur, un scientifique du 19e. Alors, je vais vous montrer un boulot de Maré. Ah ben là, ça ne marche plus. Voilà, hop, hop. Voilà, Maré. Vous voyez là? Étienne Jules Maré, tout le monde le voit? On le voit. C'est bon. Alors, Étienne Jules Maré, donc, s'intéresse au mouvement, s'intéresse au corps humain, s'intéresse à la physiologie, etc. Et Étienne Jules Maré, là c'est une expérience de 1886, va inventer ce qu'il va appeler, ce qu'il va nommer la chronophotographie. C'est-à-dire s'intéresser à la temporalité, au découpage du temps pour essayer de comprendre le mouvement. Alors, vous avez vu beaucoup d'images d'Étienne Jules Maré, c'est le coureur, c'est le vol d'un oiseau, etc. Ici, c'est un travail très, très simple et extrêmement complexe à réaliser avec les moyens techniques de l'époque. Une balle rebondissante, étude de la trajectoire, donc qui va être l'objet d'une focalisation. Alors, c'est presque un... Voilà, alors, Marcel Duchamp descendant un escalier. Donc, ça a été repris
repris par Elliot Elisophone en 1952. Hein, cette décomposition, hein, ce clin d'œil à Duchamp, ce rapport à l'œuvre de Duchamp, du nu descendant l'escalier. Hein. Donc, et puis vous avez les travaux des futuristes, etc. Tout ce travail de décomposition du mouvement, dans un texte paru dans un supplément, hein, je vous enverrai les références précises, supplément aux sciences expérimentales, écrit en 1885 par Étienne Jules Marais. Tous ces rapports à la décomposition du mouvement, voilà ce qu'il écrit. Nous savons par quel lieu de l'espace lumineux le point lumineux a passé, mais nous ignorons encore le chemin qu'il a fait à chaque instant de son parcours. Donc, Marais va poser la question de l'instant, de l'éphémère, de cette difficulté à saisir quelque chose de l'instant. Alors, on pourrait dire qu'inscrit dans la fixité de l'image de la danse du monde, hein, du monde autour de nous, des corps, hein, dans son étude du mouvement, Marais, si vous voulez, à la différence du cinéma qui va être un art du mouvement, la chronophotographie, moi, me renverrait plutôt à cette étude du temps. Hein, chronophotographie, on est chez Chronos. Cette étude du temps, hein, plutôt que du mouvement. Cette décomposition de quelque chose. Cette réflexion, cette méditation sur l'instant, sur l'éphémère. C'est Georges Didier-Berman, hein, qui, avec Laurent Manoni, ont écrit un très beau livre sur des photographies d'Étienne Jules Marais relatives à la fumée. Hein, la fumée, les mouvements, hein, de quelque chose qui est extrêmement complexe, les mouvements dans l'air. Et voilà comment Georges Didier-Berman et Manoni terminaient leur texte. Ils citent Henri Michaud, hein, connu aussi pour ses dessins de forme en mouvement, ses œuvres mescaliniennes, hein, sous l'emprise des drogues. Alors voici ce que nous dit Michaud dans ce texte, ce beau texte de Didier Berman. Au lieu d'une vision à l'exclusion des autres, j'eusse voulu dessiner les mouvements, les moments qui bout à bout font la vie. Voilà. Donc tout de suite, hein, l'appréhension globale, hein, les moments qui bout à bout font la vie. Donne à voir la phrase intérieure, la phrase sans mots, qui indéfiniment se déroule sinueuse et dans l'intime accompagne tout ce qui se présente du dehors comme du dedans. Je voudrais dessiner la conscience d'exister et l'écoulement du temps. Voilà un beau projet. Hein. Donc, on est chez Jules-Étienne Marais, donc 19e siècle, on est chez Michaud, hein, 20e siècle, 1957, ce texte. On est dans l'intérêt que lui porte, avec Georges Didier Berman, on est dans la contemporanéité. Hein. On revient sur les travaux de Jules-Étienne Marais pour s'intéresser à cette chronologie. Parce que, et nous allons travailler sur ce domaine dans notre recherche, hein, je viens ici témoigner des étapes de la recherche. Alors, on travaille sur la question de la recherche, mais comme une méditation sur le temps. Si Jules-Étienne Marais a découpé la vitesse, le flux du quotidien, des gestes et de la marche en fonction de Chronos, nous, ce qui nous intéresse, hein, c'est l'ouverture que cela présente dans l'étude de la performance. Bien sûr, il ne s'agira pas pour nous de faire de la chronophotographie de l'acte performatif. Hein. C'est l'esprit, hein, c'est la philosophie. L'intérêt de ces travaux, ces travaux, c'est vraiment d'introduire la question de la temporalité comme élément constitutif de la performance. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Alors, il est difficile de saisir le temps. Hein, on a, beaucoup de philosophes vont se pencher sur notre perception du temps. Il est difficile de représenter le temps. Il est difficile, bien sûr, pour nous, de nous approprier cette question du temps. Hein. D'où peut-être cette difficulté que nous avons à nous approprier la pensée de la performance.
Alors, on va faire une opposition. Je n'aime pas beaucoup les oppositions, mais là, on va faire une opposition pour mieux comprendre là où peuvent aller nos recherches. Alors, traditionnellement, l'art se comprend comme une tentative de prolongement pour durer face au temps. On ne sait pas quand on est en école d'art au début. Et faire de l'art, c'est traditionnellement, c'est tenter un prolongement face à notre temps, le temps de l'artiste, le temps de nos contemporains, des gens que nous aimons, que nous connaissons. Et l'art tend à survivre, et à cet écoulement, à cette instantanéité, à cette fugacité. Alors, survivre à tout cela, comment? Par l'emploi de matériaux, notamment. Alors, les matériaux, c'est du solide, donc c'est le socle, le métal, donc la pierre, bien sûr, les tableaux qui ont fait l'objet comme ça de recherche pour pouvoir se maintenir face à l'usure, à l'entropie, à l'abrasion du temps. Longtemps d'ailleurs, c'est l'éternité, chercher l'éternité, le temps infini. Longtemps, l'artiste est comparé à quelque chose, à quelqu'un qui serait presque le médium. On dit je suis inspiré. L'inspiration, le pneuma, c'est l'esprit, le souffle, quelque chose qui vient de l'au-delà. Et l'artiste aurait cette communication avec l'au-delà. Régis Debray, dans son très beau livre Vie et mort de l'image, que je vous invite à lire, Régis Debray, donc Vie et mort de l'image, va faire remonter, va signifier très précisément l'origine de l'image, c'est le prolongement par rapport à l'écoulement du temps, le prolongement par rapport à la mort, à la disparition. Ça va du tombeau des pyramides aux cavernes de l'Aurignacien, en passant par les représentations des Moyen-Âge que nous connaissons, etc. On demande de faire le portrait d'une personne qui va disparaître ou qui vient de disparaître. On fait on moule le masque mortuaire pour garder une image. Tentative de dépassement de cette finitude. Voilà. Eh bien, ces tentatives, elles n'existent pas forcément dans la performance, puisque la performance va au contraire délaisser cet appui sur l'éternité, un infini, pour ramener sa réflexion, son déploiement dans une présence et dans l'instant. Cette stabilité du socle et de la matière, à partir du XXe siècle, elle est bousculée. Elle est bousculée par les gens par les cris, les vociférations, les chants, les soirées festives de Dada. Ils ont compris, le socle, la beauté, tout ça, ils voient bien où ça a mené le monde. Mais bon, plus tard, si vous connaissez un peu le mouvement Fluxus, la blague, l'amusement comme matériau de Fluxus, la petite scénette amusante comme matériau, voilà, dans son infini rien du tout. C'est le jeu de l'enfant qui disparaît quand l'enfant arrête de jouer. L'exercice devient le matériau, l'exercice en train de se faire. Alors, on a autre part aussi dans l'art aujourd'hui, on a le land art qu'on a connu, donc on connaît les grandes œuvres, mais aussi l'art conceptuel, le 3 fois rien, l'installation, les dispositifs, les démarches artistiques qui sont maintenant érigées comme des travaux, mais qui s'inscrivent dans l'éphémère. Alors, c'est tout à fait intéressant que cet éphémère, c'est une nouvelle dimension qui rapproche l'œuvre de l'artiste de la vie. Rapprocher quelque chose de l'écoulement de la vie, c'est-à-dire de notre quotidien. La vie s'écoule, et on est là, c'est Héraclite, jamais on ne se baigne dans le même fleuve. On est dans quelque chose en train de se déployer et qui est irréversible. Alors la performance va s'appuyer, l'appui est bien léger, va s'inscrire dans ce travail, dans cette pensée.
Alors, je voulais vous parler de quelqu'un qui me semble être très important, c'est Alan Capro, hein, qui va, dans les années 50, 60 et plus tard, hein, réaliser ce qu'il appelle des environnements, des situations, avec l'accumulation par exemple ici, de pneus, hein, c'est à New York, il a accumulé des pneus, donc une expérience, hein, déjà physique, hein, d'accumulation de matériaux, mais aussi un plaisir, une rencontre avec les spectateurs, ou j'allais dire qui sont devenus témoins et co-acteurs, hein, de quelque chose en train de se faire. Alain Capro va être invité par une école d'art. Bon, j'ai le témoignage de la part d'un artiste qui s'appelle Bob Lenz, hein, L-E-N-S. Bob Lenz, un artiste hollandais. Ils l'ont invité à La Haye. Il a réalisé un environnement avec des pneus, puis, voilà, et avec les étudiants, ils ont fait un travail pendant plusieurs jours, très physique. Et puis, cette expérimentation de la marche dans des environnements de ce type. Mais aussi, on n'a pas de document, hein, sur cette action, Alain Capro va proposer une expérience, c'est d'aller chercher de l'eau dans la mer, hein, on est à La Haye, on est tout au bord de la mer, sur la plage, aller chercher de l'eau et puis de remplir un trou dans le sable avec cette eau. Et donc les étudiants vont faire l'expérience, hein, l'exercice. La mer est très froide là-bas, d'aller chercher de l'eau, etc. Voilà, des expériences qui demandent de la présence, hein, une présence très simple à l'instant, une présence seulement à l'action en train de se faire, et aux matériaux, et au corps, aux sensations, etc. Voilà, d'un seul coup, on a un basculement, hein, de ce rapport à l'autre comme spectateur, ou l'autre comme amateur d'art, où ici, on a quelque chose de participatif, comme on dit aujourd'hui, mais en tout cas qui implique, hein, qui invite l'autre à participer. Alors, il y a un petit bouquin d'Alain Capro, si vous le trouvez chez un soldeur, parce qu'il est on le trouve en seconde main, ce livre, il est assez introuvable sinon, c'est L'art et la vie confondus. L'art et la vie confondus, c'est un livre essentiel, hein, pour ce genre de philosophie de l'art, pour ce genre de pratique de l'art, où Alain Capro pose la question de la vie quotidienne. Hein, la vie quotidienne, la vie courante et l'art. Hein, où sont les points de rencontre, les points de jonction. Alain Capro relate dans un texte fameux qui est paru lors de la première biennale de Lyon, relate une expérience, alors très intéressante, une expérience avec de Marc Phelon, alors P-H-E-L-O-N, et puis de Pousemp, alors c'est un artiste américain aussi, P-U-U-S-E-M-P, en 1975 à New York. Alors, qu'ont-ils fait? Ils se sont présentés aux élections, c'est dans le New Jersey, dans une ville, dans la ville pour aller en pèlerinage là-bas, de Rosendale, alors R-O-S-E-N-D-A-L-E, une petite ville inconnue de 15 000 habitants, je crois. Ils se sont présentés aux élections à la municipalité, et l'acte performatif a consisté à entreprendre la gestion, ils ont été élus, la gestion de la ville, pour obtenir des choses très simples, hein, des objectifs très simples. C'est que l'eau de cette ville était absolument épouvantable, donc l'assainissement, une eau pure, etc., pour la population. Une fois que les choses ont été réalisées, ils ont pensé que leur acte artistique était achevé, et ils ont arrêté de participer à la municipalité. Ils ont donné une démission, je crois. En tout cas, ils se sont écartés de tout cela, hein, leur but n'étant pas d'exister en tant que politicien, mais en tant qu'artiste investi dans une action en temps réel. Alors voilà, ça c'est important aussi, le temps réel. Le temps réel, c'est ce qui va nous passionner, hein, cette temporalité, celle
qui est celle vécue en ce moment. Alors, dans un livre qui a pour titre « L'art d'action à l'ombre de Diogène, essai sur la performance », Jean-Luc Lupiery, L-U-P-I-E-R-I, va écrire. Je ne vais pas trop vite des fois. Non, ça va? Ça va pour moi. Ça va? Bon, ok. Merci. Alors, Jean-Luc Lupiery, voilà, hop, hop, on était là. Jean-Luc Lupiery va écrire « En prenant conscience de l'espace qui m'environne, je prends également conscience d'être inscrit de façon irréversible et d'avoir passé un passé qui n'est plus. Je prends également conscience d'être inscrit dans le temps d'une façon irréversible, d'avoir un passé qui n'est plus, un présent qui glisse inexorablement vers un avenir dans lequel, c'est pas très amusant, je périrai comme toute chose périt. Faut-il voir dans cette conscience malheureuse l'origine de l'œuvre d'art? Je vous ai dit probablement. Hein. Est-ce la finitude qui donne au geste artistique sa première et plus forte impulsion? Ou est-ce réellement pour conjurer la mort que les hommes se sont mis à produire des œuvres destinées à affronter le temps? Alors, Lupiery fait référence à un philosophe qui s'appelle Jules Lagneau, tout attaché, qui faisait habilement remarquer « L'étendue est la marque de ma puissance, l'espace, le temps est la marque de mon impuissance. » Alors là, tout est dit, on est dans quelque chose de bien difficile à supporter sur le plan philosophique. Alors, je trouve très intéressant le fait que cette nouvelle dimension de l'art se fasse dans l'écoulement du temps vécu par l'artiste et ses contemporains. Ce n'est plus un temps à part, comme dans un musée ou dans un spectacle, mais c'est une insertion, comme si nous allions faire du surf sur la vague de l'action dans la vie courante. Je reprends un texte de Gilles Deleuze. On nous répète souvent Deleuze, Deleuze. Il y a un très beau texte qu'il faut absolument lire. C'est dans un petit livre qui s'appelle Entretien. Entretien. Et d'entretien, le thème, c'est, le livre a pour titre « Pour parler ». Pour parler, publié en poche, c'est édition de Minuit. Alors, Deleuze écrit, il est vers la fin de sa vie, mais il se rend compte qu'il y a quelque chose d'intéressant. Il observe donc les gens qui font du skate, les gens qui font du surf, etc. Il dit, il se passe quelque chose. Tous les nouveaux sports, surf, planche à voile, sont du type insertion sur une onde préexistante. Comment se faire accepter dans le mouvement d'une grande vague, d'une colonne d'air, si on plane, et comment arriver entre au lieu d'être à l'origine d'un effort? Et il conclut par ces mots, c'est fondamental. Voilà, on est dans quelque chose, dans notre insertion à nous, ce surf, on est dans quelque chose qui est cette temporalité, cet écoulement, et la performance tendrait à attraper quelque chose de cette vague, de ce mouvement. Alors, pourquoi tant de souffrance, me direz-vous? Pourquoi tout cela? Pourquoi, avec André Letourneau, avons-nous lancé un programme comme ça qui était un peu démesuré pour nous? Mais pourquoi? Parce que on constate que les pratiques artistiques, en général, tentent à tracer une frontière entre l'art et le monde, c'est-à-dire entre l'action délimitée qui appartient au champ de l'art
et la totalité des faits qui existent dans les milieux de vie. La production des œuvres d'art se nourrit certes de la réalité, mais elle se positionne dans une infime portion de l'activité humaine qui est cloisonnée par les champs des cultures légitimes, entre guillemets, par les champs des cultures commerciales ou universitaires. On est dans le légitime, le commercial ou l'universitaire. Ça, c'est l'équipe canadienne qui travaille là-dessus. Donc, la tentative de s'appuyer sur au-delà de ces trois pôles. L'art contemporain se nourrit et agit à même ces trois sphères. Il se trouve que la plupart du temps, en marge du quotidien et de ses rituels ordinaires, par exemple, je parle à Montréal, donc prendre le métro, écouter la radio, se brosser les dents, prendre le bus, nous connaissons les rituels quotidiens. Eh bien, l'art contemporain, l'art se trouverait le plus souvent en dehors de ces rituels, pour choisir certains rituels qui appartiennent à un espace dit artistique. Et malgré les projets de centaines et de centaines d'artistes pour faire évoluer ces pratiques artistiques. Alors, je pense à Alan Capro, avec sa tentative, son travail justement, de sortir du cadre avec des opérations comme celle des élections, qu'il relate, des élections municipales dans cette ville de Roosendaal. Alors, il y a d'autres tentatives artistiques qui vont infiltrer l'espace de la vie quotidienne et même s'approprier la vie quotidienne. Alors, je vais vous montrer le travail de Linda Montano. Alors, ces deux artistes, Teaching et Linda, vont remettre en question complètement la temporalité, celle qui est la temporalité du spectacle. Vous savez qu'un film il a une durée de 55 minutes, etc. Il y a des formats comme ça. Un spectacle, d'habitude, un spectacle au théâtre dure une durée qui est connue à peu près, qui rentre dans certaines normes, bien que certains spectacles débordent largement sur l'habituel, mais on est dans l'exception. Je pense aux travaux de Peter Brook sur le Mahabharata, etc. Bon. Mais on est en général dans une norme. Et bien des artistes comme Linda et Teaching vont déborder complètement cette norme en se disant « nous inscrivons notre travail dans une durée d'1 an et nous l'inscrivons de manière à être au plus près de la temporalité réelle, de nous approprier le quotidien. » Alors les voici en train dans une promenade très joyeuse dans le New York donc des années 60, de 80, pardon. Oui, des années 80. Les voici dans un dispositif réalisé pour dormir. Je crois qu'il y avait une tension certaine entre eux au bout d'un certain temps. Ils ont tenu jusqu'au bout de la... C'était une application très intense comme ça. Voilà, une tentative de remettre en question la volonté séparative de l'art et de se distinguer des pratiques habituelles de l'art, donc, et d'inclure son travail dans une pratique quotidienne. Et ce sera, par exemple, tous ces travaux qui passent globalement, il y a une documentation photographique ici, mais qui peuvent passer globalement sur un mode pratiquement furtif. On va parler de performance furtive, difficile à déceler, et de performance invisuelle ou avisuelle, qui ne donne pas beaucoup de place à la spectacularité. Et c'était le titre de notre livre, en reprenant la pensée de Duchamp qui parlait du coefficient d'art d'une pièce, d'une œuvre, et nous on avait pensé à coefficient de visibilité artistique.
il y a des coefficients très différents d'une pièce à l'autre, d'une œuvre à l'autre, de visibilité artistique. Il s'agit, comme le disait Joseph Beuys, vous avez connu dans l'histoire de l'art, qui récusait l'idée traditionnelle de l'art. Lui, il pensait que toute personne est artiste. Il faudrait qu'on revienne là-dessus. C'est le sens de la formule chaque homme est un artiste. Jeder Mensch ist ein Künstler. Ce qui compte, c'est la capacité de chacun sur son lieu de travail, la capacité d'une infirmière ou d'un paysan à devenir une puissance créative. C'est en ce sens, créative, et à la reconnaître comme une partie d'un devoir artistique à accomplir. Voilà, on est dans une transformation intérieure du travail. Alors, donc voilà une des critiques, un des points critiques sur lesquels nous nous sommes portés. Il y a quelque chose d'autre qui survient et on s'en est rendu compte assez tardivement. C'est aujourd'hui l'avènement sur le web de l'importance de l'art à caractère monstratif, qui est, alors, on ne pourrait pas dire qu'il y a une révolution, mais il se passe quelque chose. Sur le web, on est dans une nouvelle économie dématérialisée qui va reposer pour les artistes sur ce qu'on va appeler, alors le mot est savant, la construction d'un capital symbolique et réputationnel de l'artiste. La réputation. Capital symbolique et réputationnel de l'artiste. Alors pour cela, nombre d'usagers des réseaux sociaux se mettent en scène. Il suffit d'ouvrir quelques réseaux sociaux en performant des actions. On a vécu, on vit le confinement, donc la performance domestique existe, performant des actions, mais c'est une manière pour ce nouveau type de travail de participer à ce que permet le numérique, l'hyperspectacle. Alors l'hyperspectacle, ce sont les travaux de Gilles Lipovetsky et de Jean Serrois. Gilles Lipovetsky, alors Lipovetsky, et Jean Serrois, SE2ROY, donc à propos de cet hyperspectacle. Je pense que ça peut vous intéresser, parce que nous sommes dans les ateliers, nous sommes dans les écoles d'art, nous sommes face à cet hyperspectacle qui n'existait pas jadis. Un hyperspectacle qui est un déversoir en continu, qui n'arrête jamais, nuit et jour, de par le monde, dans son déversoir d'images et de positionnements spectaculaires ou spectacularisants pour celui qui tente d'entrer dans cette logique. Bon, alors, cette question du spectacle, ça vous renvoie au situationnisme, ça vous renvoie à Guy Debord. Ici, on a passé un cran, on a passé dans une autre dimension du spectacle. Si pour Guy Debord, relisez La société du spectacle, les textes situationnistes, ce qui guettait le monde, c'était l'aliénation, passer à côté de sa vie, la passivité, la séparation, l'appauvrissement intellectuel, la dépossession, déposséder les jeunes gens de leur vie, leur montrant des choses. Aujourd'hui, on est dans autre chose, on est dans la surenchère, une créativité permanente, une diversité, un mélange des genres. On participe à quelque chose qui est de l'ordre, alors ce que nomment les collègues canadiens, un capitalisme créatif transesthétique, transesthétique, de l'hyperspectacle. On est là-dedans. Donc l'hyperspectacle, au lieu de subir les programmes médiatiques, les individus fabriquent et diffusent eux-mêmes des images de masse. On agit et on se montre en fonction de l'image qu'on veut donner de nous. Alors, on observe aujourd'hui que l'art d'action, la performance, est souvent aux prises avec cette masse, ces enjeux de positionnement et de pratique. Alors, le travail est en cours.
je voulais, pour terminer, vous parler de notre intérêt, hein, toujours dans notre recherche, à partir de tous ces éléments, hein, notre intérêt se porte aujourd'hui vers des pratiques performatives, donc furtives, hein, comme celle de Linda Montano et de son collègue, et géotransgressives, c'est-à-dire ne pas faire les choses, ne pas poser l'action là, hein, dans une transgression de l'espace. Alors, il y a tout un ensemble de pièces qui aujourd'hui font penser à cela. La performance de Paul Robert, alors, qui a servi de couverture à notre bouquin. Alors, ce monsieur est un marathonien et il performe, hein, c'est un artiste qui performe, qui intègre son travail dans le marathon. Il a, par exemple, ce jour-là, il a beaucoup de difficultés avec les commissaires jugeant chronométrant les arrivées, parce qu'il a mis 2 brassards l'un sur l'autre. Et 2 brassards avec 2 numéros différents. Il a réussi à transgresser. Et donc, il a voulu faire habiliter la performance de la personne avec le premier brassard et de la personne avec le second brassard, puisque à un quart de millionième de cheveux de millimètre, le premier brassard était arrivé avant le second. Hein, Voilà. Donc, bon, ça n'a pas été bien sûr pris en compte, hein, mais c'est tout à fait intéressant parce que chez Paul Robert, il y a des choses de cet ordre-là. Par exemple, il a couru le marathon en 2003. Ce marathon, il l'a couru en décidant, hein, c'est une performance, de courir à l'amble. Alors l'amble, vous savez, c'est au lieu d'alterner, hein, d'avancer le bras droit en même temps que la jambe gauche, lui, il a couru tout son marathon en coordonnant jambe droite et bras droit et jambe gauche et main gauche. Voilà, tout un ensemble de performances comme ça vont pouvoir naître, hein, des performances qui sont infimes, sinon difficilement repérables pour les personnes si elles ne sont pas très attentives. Alors, une autre performance furtive, le travail de Pierrot le camionneur. Alors, c'est un beau titre, hein, c'est un chanteur, il a repris le titre d'un chanteur québécois, c'est un Canadien. Hein. Alors, ça s'appelle Work, ou Travail, au travail. C'est le détournement d'une œuvre d'art par un transporteur. Alors, Pierrot le camionneur, ici c'est une œuvre de Chuck Close, a réalisé un certain nombre de performances. Alors, on le voit tenir l'œuvre, hein, on voit ses jambes sur la photo. Alors, ils étaient 2, hein, pour réaliser donc son collègue. Il voit un animal mort au bord de la route, il s'arrête. Ils sont transporteurs, hein, pour les musées. Ils transportent des pièces très rares. Alors, ils se disent, bon, on va installer la pièce d'art dans l'espace public, et ils font une photographie au bord de la route de ce Chuck Close qui vaut plusieurs centaines de milliers de dollars. Cette pièce est installée comme ça le long de la route. Ils vont déballer un Andy Warhol dans un arrêt d'autoroute, hein, de la même manière, ils vont faire une photo, etc. Voilà, on est dans l'infime, hein, dans le petit dérapement qui constitue quelque chose qui pourrait être une nouvelle forme performative qui va s'inclure. Alors, on pourrait dire, ce n'est pas in situ ici, c'est in socius, hein, dans un espace social de convention. L'espace social, hein, in socius. Voilà. Alors, on a encore 5 minutes ou on arrête? On continue. Oui, tu peux continuer. Oui, Pardon? on a encore du temps, tu peux continuer. Je continue? Ça Oui, va, oui. vous supportez? Si on peut discuter, sinon. Alors, donc, vous verrez, Pierrot le camionneur. Alors, tiens, pour l'histoire connexe, hein, ils ont eu des soucis, Pierrot le camionneur et son collègue, parce que, bien sûr, les institutions qui leur ont confié la régie, le transport des œuvres, étaient extrêmement furieuses quand elles ont vu apparaître dans les magazines d'art des photographies de performances furtives telles.
en disant que ils avaient rompu le contrat, etc. Alors, d'une manière assez habile, Pierrot et ses amis ont prétendu que c'était un travail de Photoshop. Voilà. Alors, je voudrais en revenir à quelque chose qui est, pour les étudiants, hein, quelque chose qui fonde la performance. Plusieurs commentateurs ou plusieurs chercheurs sur la performance sont, sont extrêmement précis. Une performance, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. La performance se réalise dans sa propre durée, indépendamment de toute autre mesure. Et là, sa durée. Ça peut être des performances extrêmement brèves. Par exemple, Charles de Dreyfus a fait une performance de 2 secondes dans une salle. Et il a levé un carton en disant « je suis présent » ou quelque chose de cet ordre-là. Ou ça peut être des performances qui vont se déployer sur le temps. Linda Montano, par exemple. Elle a une durée, mais cette durée, c'est celle de la performance. Les autres temps de la performance ne sont jamais ceux du réenactement, c'est une autre performance, ne sont jamais ceux de la monstration d'un film sur la performance. Alors, ne soyons pas intégristes, hein. Il n'est pas interdit de prendre des photos, de montrer des choses, mais la performance s'est déroulée pendant son propre temps. L'artiste est le seul, l'artiste ou la personne qui agit, est véritablement entièrement libre à ce moment-là. Elle n'est pas assujettie à une production, à un temps, ou etc. Elle réalise, à la différence du théâtre ou d'une attente particulière, elle réalise sa performance dans ce temps. Et Peggy Phelan, Marilyn Arsem, Valériane Mali en Suisse, donc Peggy Phelan, États-Unis, Valériane Mali, Suisse, etc., et Marilyn Arsem, Boston, vont écrire sur ces questions de la performance et à chaque fois repréciser la nature de l'art performatif qui revendique l'exécution d'une œuvre éphémère. Pensez à la balle qui rebondit. On est dans l'éphémère. On peut recommencer la performance, elle n'est jamais la même. On peut la recommencer avec le même public, c'est un temps différent. Quand bien même la performance laisserait derrière elle des traces matérielles, des objets, des photos, des vidéos, ces traces ne peuvent pas prétendre à un statut, au même statut. C'est la seule action de l'artiste qui compose la performance. Je reviendrai à une citation de Yankelevitch. Je vous enverrai toutes ces références. Je vous ferai parvenir une bibliographie précise par le biais de l'école. Alors, Vladimir Yankelevitch, qui a écrit un livre que vous devez lire, c'est une petite merveille, Le je ne sais quoi et le presque rien. C'est paru en 1957, vous le trouvez en livre de poche, c'est un classique. Dans le je ne sais quoi et le presque rien, Vladimir Yankelevitch va faire une remarque qui nous parle. Toute vraie occasion est un apax, c'est-à-dire qu'elle ne comporte ni précédent, ni réédition, ni avant-goût, ni arrière-goût. Elle ne s'annonce pas par des signes précurseurs et ne connaît pas de seconde fois. L'apax. La performance est apaxique. Ce qui est fait est fait. What is done is done. C'est l'instant même où les choses se font. Alors merveilleusement, nous vivons des apax instantanés, nous en vivons une grande quantité, et que l'art investisse cette notion d'apax, cette conscience de l'apax, me paraît être tout à fait intéressant. Voilà. Alors, on arrête là. Je voudrais vos questions et puis qu'on revienne éventuellement qu'on reprécise des choses. J'ai une question. Oui. Ouais, alors je sais pas, peut-être je mets ma caméra.
Faut que je trouve comment on fait. Enfin, bref, je vais essayer quand même de dire la question. J'ai pas compris l'idée de furtif, en fait. Par exemple, pour la performance de... Alors, j'essaye de retrouver le nom. Linda Montano, j'ai pas compris Oui. l'idée du furtif. Alors, le furtif pourrait être quelque chose qui échappe à la spectacularité. Ils ne sont spectaculaires que lorsqu'ils sortent dans la rue, hein, dirions-nous. Ils ne sont spectaculaires que lorsqu'ils qu'ils, s'ils annonçaient ceci est une performance. En fait, ils intègrent leur travail dans la vie courante. Rien n'est moins spectaculaire que d'aller faire ses courses, et le fait qu'ils soient attachés et enchaînés l'un à l'autre n'apparaît pas forcément dans leur déplacement. Ils ne le mettent pas ils ne le mettent pas en exergue, hein, il n'y a pas d'ostentation. Et cette furtivité, bon, elle s'exerce dans la vie quotidienne, la vie domestique, avec tous ces ennuis. Vous imaginez, ces gens se sont fréquentés à 2 mètres pendant 1 an. Est-ce que j'ai répondu? Ouais, mais enfin pour moi, je sais pas, j'ai peut-être un problème de vocabulaire, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a l'idée de... Enfin, c'est quelque chose de public qui est revendiqué, il n'y a pas de furtif, ça vient de fuite, non? C'est ça? Oui. On pourrait dire qu'il fuit la scène de la performance, Ah, qu'il d'accord. fuit la marque, ceci est de l'art, hein. Ils fuient cette marque, ils se tiennent à l'écart de tout cela. Ils agissent dans l'instant, et cette furtivité peut être comprise comme une suite d'instants, comme l'acceptation de quelque chose en train de se passer. Mais elle ne s'impose pas. D'accord. Merci. Alors, on s'est rencontrés à l'école de la Réunion. J'ai, bien sûr, et je remercie Patricia, hein, de cette invitation. Le premier contact que j'ai eu avec l'école de la Réunion, c'est avec Cédric Monguy, qui était à New York avec M. Gurita, avec des gens qui travaillaient sur ce domaine de la furtivité. On s'est rencontrés là-bas. Et moi, je travaille sur un événement qui s'appelle Blagobang, en hommage au poème de Hugo Ball, hein. Dans son poème, il dit « Jolifanto, blago, bang, blago, bang ». On a repris ce thème, ce titre, pour, pendant 10 ans, faire un événement à New York. Et donc, j'ai croisé à ce moment-là Cédric Monguy et Gurita, des gens qui vont s'intéresser à la furtivité. Et il y en a d'autres, hein. Notamment au Canada, il y a tout un ensemble d'artistes qui aujourd'hui commencent à se poser des questions sur la spectacularité. Pourquoi? Parce qu'on note une lassitude des publics. La lassitude des publics qui sont très sollicités, une lassitude des publics sous l'effet, sous la masse, hein, de ce qu'on a appelé l'hyperspectacle. Aujourd'hui, on est dans on est dans un régime de l'hypersollicitation, puisque même ceci pose des problèmes d'éducation aujourd'hui pour des jeunes adultes ou pour des enfants, hein, puisque des problèmes de concentration, des problèmes d'attention, etc. Donc, cette question de la furtivité va, bien sûr, surgir de ce constat, hein, cette difficulté à motiver, hein, les spectateurs qui sont toujours intéressés, mais qui sont aussi autre part, hein, qui se partagent entre plein de choses aujourd'hui. Et la performance, si elle est née au début du XXe, aujourd'hui, elle doit absolument trouver des mutations, parce qu'on tombe dans le dérisoire, hein, on tombe dans le mauvais petit théâtre, si on veut. Si vous voulez, la performance qui cherche la performance qui aujourd'hui cherche encore par quelque extravagance à se faire remarquer. Longtemps, par exemple, on cherchait à choquer à marquer avec le nu, par exemple.
hein. Aujourd'hui, le nu est passé dans l'espace spectaculaire. Des danseurs vont proposer à leur compagnie de danser nu. Et puis le nu, rappelons-nous que Dada, oui, on est un peu de temps après, on est en 1919, je crois, un performeur associé à Dada, un artiste, va être sur scène et va pisser sur scène devant tout le monde, hein, ce qui est un choc terrible pour les personnes qui sont là. Donc, dans la catégorie des outrances et des tentatives spectaculaires pour marquer quelque chose, je veux dire, il est bien difficile aujourd'hui de chercher le plus, hein. On ne peut guère aller plus loin. Il y a des performeurs chinois, je ne parlerai pas, je ne décrirai pas leur performance, hein. Il y a un livre de performance en Chine qui décrivent des performances absolument terribles, hein, de mise en scène de soi, mise en danger de soi, mise en danger des autres, etc. Ces performances existent toujours, mais en tout cas, ce n'est pas une des recherches sur lesquelles nous, on veut travailler. On cherche des interstices dans de nouvelles possibilités philosophiques, artistiques, pour l'artiste, des nouvelles possibilités de travail avec la performance sur cette question de l'éphémère. Michel, j'aurais une petite question, ou en tout cas une petite remarque sur cette question de la furtivité et du lien à l'écologie, par exemple. Tu as parlé de Joseph Beuys, donc là on est sur des actions lourdes, planter les chênes, etc. Mais Oui, on a aussi Richard Long. Et aujourd'hui, il y a aussi une recrudescence d'interventions d'artistes sur un mode économie de moyens, justement pour aller à l'encontre du système de production capitaliste, etc. Et je trouve qu'il y a quelque chose du coup qui est assez proche, en fait, la lutte écologique et la prise de conscience environnementale et cette posture que tu nommes furtive. Donc, il y a peut-être aussi oui. quelque chose à voir de ce côté. Alors, c'est une attitude, en effet, Patricia, alors ça aurait été, je suis intarissable, hein, sur le domaine, c'est la passion. On pourrait partir sur ce domaine-là. En effet, aujourd'hui, de jeunes artistes, de très jeunes artistes vont engager une réflexion sur le temps, sur le timing, hein, le temps, et sur cet éphémère. Et ça pose tout de suite la question de notre contexte naturel, que Beuys a bien sûr soulevé, et sur la question de notre rapport au monde, hein, qui ne peut pas être spectaculaire, puisque notre rapport au monde, il est spectaculaire que dans la dévastation. Je veux dire, oui, les feux en Amazonie, on est dans le spectaculaire, le ravage de forêts entières, etc. Bon. Et le travail des artistes, beaucoup d'artistes, de jeunes artistes qui travaillent sur ces domaines, avec cette conscience, avec cette prise en charge de problématiques écologiques, va bien sûr réactiver des éléments artistiques qui sont en lien avec ces attitudes un peu différentes de considération de l'art ou de ce que doit faire l'artiste ou de ce que peut faire l'artiste. Mais vous avez toujours des gens qui vont critiquer en disant bon, c'est pas de l'art, c'est du jardinage ou je sais pas quoi. On est dans quelque chose qui pose des questions, et heureusement. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Le rapport aujourd'hui au biotope, par exemple, et c'est quelque chose, je sais qu'à la Réunion, vous avez une question très importante développée dans le cadre de vos recherches sur ces questions du paysage, mais des gens qui les habitent, et du rapport de chacun avec le paysage et des sociétés avec le paysage, et avec un socle naturel. Je crois qu'on est dans la même zone de travail. Voilà. Oui, juste pour continuer, je pense au travail de Florence Félix-Waro sur Cascabar. On était allé la visiter, souviens-toi. Et donc, il y a Oui. cette posture justement d'artiste au foyer et d'artiste militante sur un territoire avec des femmes du village et avec du coup un retour aux sources et avec une pratique ténue en fait du paysage et de l'art, un peu vraiment aux antipodes du white cube. Et on était allé je sais pas si tu te souviens, on était allé la Très voir bien, très bien. sur son espace et je trouve qu'il y a quelque chose aussi
de proche de ce que tu décrivais, mais peut-être Oui. vraiment en lien avec la nature. Oui, alors beaucoup d'expériences aujourd'hui sont tentées dans cette direction par des artistes. Et sans détacher la question de l'art de ces questions d'engagement, par exemple. Hein. Chez Beuys, par exemple, sa trajectoire, il va fonder le groupe des Grunes, qui n'a pas grand-chose à voir peut-être avec le groupe politique aujourd'hui en Allemagne, mais ce groupe des Grunes, c'est un groupe qui réfléchit sur ses fondements même et ses actions en redéfinissant la question. C'est à nous de remettre de nouvelles définitions. Je veux dire, le travail de Beuys s'était fait. Et je pense que le travail, en effet, qui est un travail de communauté, hein, à La Réunion, il y a ce travail auquel j'ai assisté, le travail d'éducation, de communauté, etc. Ce ne sont pas des matériaux que nous pouvons évacuer aujourd'hui de la question de l'art. Excuse-moi. Bonjour. Salut. Bonjour Michel. J'ai une petite question, s'il te plaît. Je peux parler, on m'entend, je ne sais pas. Oui, oui. Oui. Ah, oui. Tu parlais de la remise en question de l'aspect pérenne de l'art pour un art de l'éphémère. Et je voulais savoir si tu pouvais dire un mot de ces artistes qui décident de renoncer à la captation dans le cadre de performances. Oui, alors, comme positionnement artistique. Et du coup, oui. voilà, du coup, qu'est-ce qui reste de ces pièces? Et voilà. Si tu peux dire un mot là-dessus, s'il te plaît. Alors, bon, ce sont des attitudes comme ça qui… Alors, la captation pose toujours un problème, pose parfois, pas toujours, un problème. C'est quand l'action est en train de se faire et puis moi, j'ai assisté à la présence, par exemple, au Cascaden Condensator à Basel, à Bâle, le performeur ou la performeuse dans une salle et puis on voit apparaître donc, des caméras, des appareils photo, on est dans le silence, on entend les déclenchements, etc. Ça peut poser question, hein, ça peut poser problème. Après, il y a des attitudes qui sont extrêmement radicales. Hein, je parlais de certains performeurs, en effet, qui détestent toute captation. Alors, on pourrait se dire que de toute façon, ce n'est pas renoncer à la performance, puisque la performance, les seules personnes qui auront assisté ou participé à une performance sont les personnes présentes dans cet instant, dans ce moment. Ça, c'est une question pour la suite, hein, l'archivage, l'index, la transmission, etc., qui font partie du protocole de l'artiste. Hein. Bon, je crois qu'on est dans cet ordre-là. Bon, il peut y avoir aussi des questionnements qui sont aussi des positionnements dans le milieu de la performance, hein, se dire, bah, moi je décide cela, mais c'est un protocole. Moi je crois qu'il ne faut pas être intégriste. Hein. Il y a très peu de gens qui cherchent à éviter la captation de leur travail, d'autant qu'aujourd'hui, je crois que beaucoup d'artistes ont la conscience d'une nécessité de la transmission, hein, du témoignage, de l'échange. Hein. La performance, c'est intermédiaire, c'est tout sauf un précaré. Et puis, c'est pas une spécialité, hein, performeur, c'est pas on est écrivain, performeur, on va faire une performance alors qu'on est peintre, etc. Bon, l'espace est très ouvert. Hein. Je crois que les anciennes pratiques nous amèneraient à remettre des catégories, des différences, exclure, inclure, etc. Je crois qu'il y a beaucoup de porosité, mais comme dans l'art aujourd'hui, quoi. Ai-je répondu? Oui, en fait, je ne pensais pas c'est pas forcément pas de captation, je pensais plus à la distance qu'il y avait justement dans la photographie qui ne va pas rendre compte de la durée. Oui. Je pensais il me semble que moi, d'Alan Capot, ce que je connais, ce sont des photographies, Oui. justement. Enfin, je pensais plutôt à ça, en fait, plutôt que pas de captation du tout. Ouais. D'accord. Bah, la photographie, oui, c'est l'indice, c'est le reste. C'est ça, ouais. Mais bon, les performeurs aujourd'hui de nombreux performeurs s'intéressent à cette question du reste, heureusement. Hein. Nous avons les photos de Beuys ou de Capro, etc.
pour réfléchir, on a des textes aussi, on a des textes, des témoignages des personnes présentes. Tout cela fait un matériau qui est très utile aujourd'hui à l'art en train de se faire. Mais ce n'est pas une obligation, hein. Il y a des performances tellement furtives que peu de gens étaient témoins, hein. Je crois que vous avez eu la visite de Jean-Baptiste Farkas par un temps à l'école là. Voilà, Oui. hein. Lui est spécialiste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y en a pas de notre côté, en tout cas. Ok. Moi, je voulais préciser que l'ouvrage de Michel est au centre de doc. Pardon, Ouais. je crois que j'ai coupé quelqu'un. J'ai coupé qui? Christophe? Non, vas-y, je t'en prie. Juste préciser que l'ouvrage de Michel est au centre de documentation. Et d'autres ouvrages aussi dont il a parlé, je crois, Régis Debré, Vie et mort de l'image, c'est aussi au centre de doc. Et tu vas de toute façon nous transmettre une bibliographie. Oui. Et, voilà. Donc les ouvrages qui ne seront pas au centre de doc, on va essayer de les acheter, sauf ceux qui sont introuvables, évidemment. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Est-ce que Christophe voulait rajouter quelque chose peut-être ou poser une question? Non, je n'ai pas encore lu l'ouvrage, mais effectivement, je trouvais intéressant le passage sur Internet avec l'hyperspectacle. Et c'est vrai que je me posais la question aussi, justement, avec l'Internet qui est cet espace qui n'en est pas tout à fait un, où le réel n'est pas tout à fait réel, où le temps n'est pas tout à fait le même temps, enfin, justement, cet éclatement-là. Et c'est vrai que je me demandais sur la performance, c'est vrai que je n'ai pas lu l'ouvrage, du coup, je ne sais pas si ça traite de ça, mais est-ce que par rapport à Internet, je veux savoir ce qu'en pensait Michel par rapport à la performance et par rapport à, je ne sais pas si ce sont des nouveaux horizons ou ce que ça dit en fait de la performance au XXIe siècle. Alors, il y a plusieurs aspects bon, il y a la captation où par exemple, c'était un moment important, là, c'est le premier confinement. On participe à un événement qui s'appelle ACT avec toutes les écoles suisses et puis des centres d'art et des performeurs. Et ACT n'ayant pas pu se réaliser au printemps dernier à cause du confinement, donc on a organisé un certain nombre de performances à heure fixe pendant 3 semaines, pendant 2 semaines, où les performeurs présentaient une performance à heure fixe avec un rendez-vous. C'est sur le web, etc., etc. Et puis, il y a des performances qui sont conçues pour être en interaction avec les outils numériques, avec l'instantanéité, avec le temps réel qui circule, c'est un temps particulier, en effet, comme tu le dis, Christophe, sur le web, etc., qui intègre ces données techniques, ces données théoriques, ces données philosophiques que représente cet espace immatériel, cette toile mondiale où la temporalité est très différente. Ça pourrait être, ça sera l'objet de. Il y a des gens qui travaillent sur ce domaine-là parce que il y a des mutations qu'on entrevoit, hein, qui sont en train de se dessiner, sur lesquelles les chercheurs travaillent aujourd'hui, hein, le temps réel, cet espace de possibilités infinies, soi-disant, mais aussi relativement définies, hein. Voilà, je ne peux pas aller plus loin parce qu'on rentre dans. Il y a tellement de possibilités. Oui, merci. J'aimerais bien juste savoir les références de l'ouvrage que vous avez écrit, s'il vous plaît. Peut-être si vous pouvez remontrer votre diapositive. D'accord. Alors, ça s'appelle Art Performance. Manœuvre, coefficient, ok. Là, c'est un livre un peu théorique, hein, même très théorique. Mais bon, il y a besoin aussi de poser certaines choses parce qu'on est confronté à des mutations. Là, les étudiants vous posaient des questions qui sont tout à fait différentes de celles qu'on se posait dans les années 60 et puis dans les années 80. Et aujourd'hui, on est face à d'autres choses, d'autres problématiques, d'autres enjeux. Et puis, vous êtes face à ce développement imprévisible, mais total, et encore plus avec la pandémie,
de l'univers numérique qui pose des questions aux artistes, hein, c'est certain. Merci Alors, beaucoup. merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être une dernière pour la route? Est-ce qu'il y a des Nous n'en avons pas étudiants qui travaillent ici. Merci. Est-ce qu'il y a des étudiants qui travaillent la performance? Oui. Oui. Alors, vous n'hésitez pas, c'est à mettre ces gens en contact. Vous m'envoyez les contacts et moi, ça m'intéresse. On a fait une exposition dont je pensais parler à La Réunion parce qu'on a invité des gens qui étaient à l'école de La Réunion jadis. Il y avait Florette et puis il y avait Christelle qui ont participé à une exposition. Je sais que le travail de Christelle a été depuis acheté par le FRAC Bourgogne, le travail vidéo sur la performance, et puis sera très certainement présenté dans le cadre d'une grande institution en parallèle. Voilà, il y a des possibilités, hein, donc n'hésitez pas à connecter hein, ces jeunes dans leur recherche, parce que j'ai vu des travaux de très haut niveau développés par vos étudiants. Hein. Là, je vois qu'il y a Nora, il y a aussi Iwan qui fait de la performance. Ce que je ferai, c'est que du coup, on fera une mise en contact par mail pour que tu puisses D'accord. te connecter Voilà. à eux. Alors, je sais que Christelle va participer. Alors, on a une commande là, du Centre Pompidou pour faire un travail autour de la Réunion et l'île Maurice, cet espace autour de la vie un film hein, sur le passage, oui, sur le moment des fleurs du mal, hein, ce passage si mystérieux, hein, de la poésie à un moment donné, ou à un moment où on est dans une époque qui est en pleine mutation. Hein. J'habite dans la région où était Courbet, donc, etc. Donc, on a quelque chose à faire là-dessus. Alors, il y aura Cédric, il y aura Maëva, je sais, et puis certainement Christelle, qui sont associés à ce projet pour produire un documentaire, une vidéo, un documentaire de création. Donc, on aura bientôt des contacts à ce sujet. Tout ce que j'ai dit là, c'est le travail d'une recherche. Vous avez compris qu'il y a multiples directions et cette recherche, elle est ouverte. Si à un moment donné, hein, vous avez une proposition, une association possible, vous voyez une association, n'hésitez pas à nous prenez au plus rapidement possible. Le travail n'est pas épuisé. Hein, il y a encore beaucoup à dire, beaucoup à faire. Et j'espère que je vous ai donné l'envie d'en connaître plus. Quoi. Ok, Voilà. très Ben, bien. merci. Merci. Merci à Merci vous. beaucoup, Michel. C'était très riche. Merci beaucoup. Merci à tous. Un grand merci à Nicolas aussi pour la technique. Et donc, à très bientôt. Et on reste en contact, Michel, pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et, Bonne soirée. oui, merci bien. Au revoir, Michel. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.